Bon, alors, en tout cas, avant de commencer, je voudrais remercier beaucoup José Saël de cette invitation. En fait, moi, je suis une des nombreuses élèves de José Saël et de l'époque strasbourgeoise. Et en écoutant son topo, je ne peux pas m'empêcher de penser à un grand moment de ma carrière qui a été devant la clinique, l'ancienne clinique ophtalmologique. On s'est croisés en 89 et José arrivait, ça y est, ils ont trouvé. Et c'était la localisation du gène de la rhodopsine et l'identification de la mutation. Et pour nous, c'était comme si on avait marché sur la Lune à cette époque-là. Et je crois qu'on peut mesurer aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis cette époque. C'est absolument fantastique, et y compris bien évidemment tous les travaux qui sont faits par l'Institut de la Vision. Et c'est vrai que c'est juste extraordinaire. Tous les outils qu'on a eu à disposition et toute la science et également les perspectives qui vont arriver pour les patients. Donc ça m'a vraiment rappelé cette époque et j'ai beaucoup appris toujours en écoutant José encore tout à l'heure. Donc moi je suis chargée de vous parler des dégénérescences rétiniennes génétiques syndromiques et en fait sur ce qu'elles nous ont éclairé et ce qu'elles nous éclairent encore sur le fonctionnement de la rétine. Alors on dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme et moi j'aurais envie aussi de dire que les photorécepteurs sont beaucoup les fenêtres de la biologie parce que en fait grâce à l'étude de cette cellule hyper spécialisée, hyper performante mais aussi hyper sensible, on a appris beaucoup de choses à la fois au niveau de la rétine mais également au niveau de la biologie d'une manière générale. Alors, on peut faire un distinguo qui est très imparfait en disant que lorsqu'on étudie les rétinopathies pigmentaires isolées, on comprend mieux les mécanismes et la complexité des mécanismes qui mènent à la vision. Mais également, lorsqu'on étudie les rétinopathies pigmentaires syndromiques, on comprend mieux, encore plus loin que les mécanismes de la vision, mais également la complexité biologique de la rétine et également, comme je disais à l'instant, l'extrême performance et l'extrême sensibilité des cellules photoréceptrices dont José vous a parlé. Alors, il se trouve qu'il y a énormément de syndromes qui associent donc une atteinte de la rétine, mais en plus une atteinte d'autres organes. Et ces syndromes, en fait, ils ont été décrits pour la plupart au XIXe siècle et au XXe siècle par des cliniciens qui étaient absolument extraordinaires et qui ont souvent laissé leur nom à ces syndromes. Donc ça paraît toujours un peu compliqué de retenir tous les noms qui caractérisent ces syndromes. Moi, je pense que c'est important de s'en souvenir, notamment pour la performance clinique et génétique des personnes, des cliniciens qui ont identifié la constellation de syndromes, de manifestations cliniques comme une seule maladie. Donc c'est important à ce titre, mais c'est aussi important dans le sens où ça nous donne en fait des balises pour nos raisonnements cliniques. Ça nous permet en clinique d'avoir des grands sacs, entre guillemets, des grandes catégories de signes cliniques dans lesquels on peut classifier nos patients, même si on se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'il y a bien sûr énormément de chevauchements dans certaines catégories, comme on le verra dans les céliopathies. Mais bon, je pense qu'il est important de garder les noms propres, ne serait-ce que pour rendre hommage à ces personnes, mais aussi pour nous donner des balises dans notre pratique. Alors, on est maintenant arrivé... Alors, juste une parenthèse, je trouve que ça manque de femmes. Donc, les femmes sont arrivées certainement plus tard dans le domaine de la médecine. Mais il y a certainement des très illustres comme Ida Mann qui a montré les développements de la rétine, mais qui ne sont pas appropriés à ce topo. En tout cas, maintenant, nous arrivons à une ère de la biologie qui est très portée sur tout ce qui est systémique, analyse intégrative, etc. Et également sur des outils qui nous permettent de mieux comprendre la biologie du photorécepteur et d'ouvrir des pistes thérapeutiques. Mais tous ces syndromes nous éclairent encore aujourd'hui, à la fois pour la compréhension fondamentale des rétinopathies et également pour ouvrir des pistes thérapeutiques.
Et je dirais aussi que ces syndromes sont également des modèles pour des maladies communes, et on parlera notamment d'une maladie qui est le syndrome de Bardet-Biedl, par exemple, où une obésité où il est associé à une obésité, et le fait d'étudier cette maladie hyper rare ouvre des perspectives pour mieux comprendre des maladies communes. Alors, comme l'a dit très justement José, la génétique a beaucoup aidé à identifier les différents gènes qui sont impliqués dans ces maladies. Et nous travaillons tous soit sur des cas exceptionnels ou des cohortes de patients qui nous ont permis, grâce à des outils de génétique, d'identifier les gènes, c'est-à-dire d'identifier le gène qui code pour la protéine qui est défectueuse chez les patients. Ensuite, il s'agit de comprendre quelles sont les conséquences de cette protéine défectueuse en utilisant des modèles qui peuvent être les cellules des patients, mais aussi des modèles animaux. José a déjà parlé des souris, mais également on a des outils comme les poissons, etc., qui peuvent aider à disséquer les mécanismes qui sont sous-jacents à la dégénérescence rétinienne, mais aussi à l'ensemble du syndrome. Et bien sûr, ceci a pour but, mais je crois qu'il y a d'autres séminaires qui sont consacrés à ce sujet, d'identifier des pistes thérapeutiques pour, bien sûr, retourner vers le patient pour le traiter. C'est quand même notre but à tous. Alors, pour ce topo, après cette petite introduction, j'ai séparé 4 différents thèmes dans cette présentation. Le premier, c'est la sensibilité des photorécepteurs à des dysfonctions ubiquitaires, pour montrer l'hypersensibilité de ces cellules qui sont hyper spécialisées. Deuxièmement, c'est comment l'étude de différents syndromes avec des rétinopathies pigmentaires ont permis de mettre en évidence des systèmes biologiques, des structures biologiques dont on n'avait pas connaissance avant. Le troisième point, c'est de montrer que comment la connaissance de l'histoire naturelle de la rétine à travers ces syndromes rares ont permis, par exemple, de comprendre le développement de la rétine. Et le quatrième, qui pour moi est le plus excitant au jour d'aujourd'hui, c'est les chevauchements inédits qu'il y a entre les formes syndromiques de rétinopathie pigmentaire et les formes non syndromiques de rétinopathie pigmentaire. Alors, on va commencer par des exemples qui vont nous montrer l'extrême sensibilité des photorécepteurs à des dysfonctions ubiquitaires, c'est-à-dire des dysfonctions des cellules, du fonctionnement normal, général, très général de la cellule. Alors, je rappelle, et José l'a très bien rappelé aussi tout à l'heure, que la cellule photoréceptrice, les cônes et les bâtonnets, ont une structure très particulière avec la transduction de la vision qui se fait dans le segment externe avec les disques. Et puis, il y a un segment interne qui est séparé par le cil connecteur, on y reviendra tout à l'heure, mais ce segment interne qui fabrique toute la journée beaucoup de protéines pour la cascade de la transduction visuelle, qui consomme énormément d'énergie et qui va utiliser à fond tous les systèmes cellulaires qui sont classiques dans une cellule, j'allais dire entre guillemets, normale. Et on connaît un nombre conséquent de syndromes, d'une manière générale en génétique humaine, qui sont dus à des mutations dans ces différents sites très importants de la cellule. Et on va voir quelques exemples où certains de ces syndromes ont justement une rétinopathie pigmentaire qui est associée et qui prouve l'extrême sensibilité des cellules photoréceptrices à des désordres métaboliques finalement très, très généraux. Alors le premier exemple que j'ai pris, c'est un exemple un peu de base, puisqu'il concerne l'ADN lui-même de nos cellules, cet ADN qui a besoin de rester intègre et de pouvoir être transmis. Et comme vous le savez peut-être, mais notre ADN est en permanence soumis à des stress et à des mutations qui doivent être réparées en permanence. Et ces processus de réparation peuvent être enclenchés par différents
types de stress au niveau de l'ADN lui-même, et notamment des stress endogènes et exogènes avec des systèmes de réparation. On ne va pas rentrer dans les détails, ça nous amènerait beaucoup trop loin, mais avec des systèmes très spécifiques, notamment un des systèmes qu'on appelle le nucléotide excision repair, qui va repérer spécifiquement l'endroit de l'ADN qui est cassé, lié à un stress oxydatif, et le réparer. Et en fait, on connaît un nombre de maladies génétiques qui sont liées à des mutations qui sont impliquées dans ces mécanismes de réparation, et très notamment le syndrome de Cockayne qui associe qui est lié à des mutations dans ce système de réparation, avec une sensibilité au niveau du tissu neurologique tout à fait particulière, mais au niveau de l'œil aussi tout à fait particulière, puisque ces enfants qui vont avoir un problème de développement majeur, ça c'est la photo de l'association de patients, vous avez ici un enfant qui est âgé de 15 ans avec sa sœur, et en fait ils ont un retard de développement extrêmement important, mais également une rétinopathie pigmentaire extrêmement précoce, avec une neuropathie optique également extrêmement précoce, qui montre l'extrême sensibilité de la rétine, et en particulier des photorécepteurs, à ce stress oxydatif et aux mécanismes de réparation au niveau de l'ADN. Deuxième exemple que je prends dans ces maladies très ubiquitaires qui vont toucher la rétine et qui vont vraiment qui montrent l'hypersensibilité des cellules photoréceptrices, ce sont les maladies mitochondriales. Alors là, je ne parle pas de neuropathie optique, je parle de rétinopathie dégénérative liée à des maladies mitochondriales. Comme vous le savez, dans nos cellules, nous avons des mitochondries qui produisent l'énergie de la cellule, l'énergie aérobie de la cellule, c'est la respiration cellulaire, et ces mitochondries sont extrêmement importantes pour que la cellule puisse fonctionner. Et en fait, est également impliquée dans de nombreux processus métaboliques, et notamment la bêta-oxydation des lipides. Et on sait maintenant que la rétine est extrêmement sensible à un stress métabolique et hypersensible au stress métabolique, et donc à une sensibilité augmentée au stress métabolique, avec une réserve métabolique très limitée et une faible capacité à faire face à ces défauts énergétiques. Donc le photorécepteur est à ce titre extrêmement sensible à ces défauts énergétiques, et un certain nombre de maladies mitochondriales sont associées à une atteinte de la rétine. Alors, sans rentrer dans les détails non plus, les mitochondries ont leur ADN propre et peuvent avoir des mutations au niveau de leur ADN propre, mais il existe également des mutations au niveau de l'ADN nucléaire, au niveau de nos chromosomes habituels, j'allais dire, entre guillemets, dans des gènes qui codent pour des protéines qui sont importantes pour la fonction mitochondriale. Donc, il y a deux types de mutations, et des mutations au niveau de l'ADN mitochondrial peuvent conduire à des atteintes rétiniennes, comme par exemple dans le syndrome de Kernser, où on a carrément des délétions de l'ADN mitochondrial, où on observe une rétinopathie pigmentaire qui peut être très précoce et très grave, en plus d'autres signes neurologiques qui sont souvent un ptosis, donc la chute des paupières, qui peut être très précoce, également une dégénérescence neurologique associée. Il en est de même, dans le même ordre d'idées, de mutations ponctuelles dans l'ADN mitochondrial. Il existe par exemple une forme de mutation qui associe donc un diabète à l'âge adulte, une surdité qui apparaît assez tardivement et une maculopathie liée à une mutation très précise de l'ADN mitochondrial. Et je vous disais aussi, il existe des mutations dans nos gènes nucléaires, dans les gènes qui sont dans les noyaux de nos cellules, qui codent pour des protéines importantes pour la fonction mitochondriale. Et ces mutations conduisent à des signes cliniques généraux, très souvent des signes neurologiques, avec des problèmes de neuropathie ou de dégénérescence neurologique, ou des problèmes au niveau des muscles avec des myopathies. Et j'ai pris ici deux exemples de maladies qui rentrent dans cette catégorie. Le déficit en LCHAD qui va donner cette atteinte rétinienne très, très marquée, avec carrément une disparition de la rétine et notamment au niveau central, qui handicape beaucoup les patients. Et un autre exemple qui est l'atrophie gérée, qui également est une maladie qui va donner un déficit musculaire
associée à une atteinte rétinienne qui est très particulière, avec des lésions à l'emporte-pièce qu'on reconnaît assez facilement au niveau du fond d'œil, qu'on voit ici très, très clairement. Troisième exemple que je prends dans ces déficits généraux ubiquitaires, c'est un autre organelle de la cellule qu'on appelle le peroxysome, qui est important pour faire du nettoyage au niveau, une fois que la cellule a fonctionné, il y a plein de métabolites qui sont générés et il va falloir nettoyer par exemple le peroxyde d'hydrogène qui est là, les acides gras désaturés qui ne servent plus à rien, etc. Et donc la nature a inventé plusieurs systèmes dont les peroxysomes qui sont extrêmement importants pour nettoyer la cellule. Et si la cellule n'est pas nettoyée, eh bien, il va y avoir des impacts au niveau du foie, au niveau du rein et aussi dans les différents syndromes et aussi dans certains cas au niveau de la rétine qui, au niveau du photorécepteur qui se montre une fois de plus hyper sensible à des désordres généraux cellulaires. Et là, on a plusieurs exemples de maladies qu'on appelle les maladies peroxysomales. Une maladie très précoce qu'on appelle le syndrome de Zellweger, qui est très très précoce puisque les enfants vont avoir une atteinte à la fois du foie, du cerveau et du rein, mais également une dégénérescence très très précoce de la rétine. Et puis d'autres maladies peroxysomales qui peuvent apparaître plus tard, notamment la maladie de Refsum, qui apparaît vers l'âge de 10 ans avec un tableau neurologique avec une ataxie, neuropathie périphérique et un tas d'autres choses, et c'est un diagnostic toujours très, très, très triste à porter, avec en plus, en général, une atteinte rétinienne qui peut précéder parfois les signes cliniques neurologiques. Alors, toujours dans les désordres généraux de la cellule qui peuvent conduire à une rétinopathie associée à d'autres symptômes, les désordres du métabolisme lipidique. Et là, je vais prendre un exemple dans un instant, mais juste pour dire, et je crois que sur les photos de José, on l'a vu à de nombreuses reprises, les lipides sont très importants dans le fonctionnement de la transduction visuelle et dans le fonctionnement des cellules photoréceptrices, ne serait-ce qu'au niveau des membranes des disques des photorécepteurs. On a vu plusieurs images tout à l'heure, des transports des phospholipides, on a parlé de la maladie de Stargardt, du métabolisme dans l'épithélium pigmentaire, dans la régénérescence de la rhodopsine, etc. Donc vraiment, les lipides ont une place très importante au niveau de la rétine, mais également au niveau d'autres organes. Donc on a un nombre important de maladies, mais je vais juste ici parler d'un gène qui a fait récemment parler de lui, qui s'appelle PNPLA6, donc c'est toujours des noms, je suis d'accord, qui sont assez compliqués et qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais ici, c'est un gène donc, qui code pour une lipophospholipase qui est très importante au niveau du transport entre le réticulum endoplasmique et le métabolisme d'un certain nombre de lipides qui sont importants au niveau du système nerveux central, mais également au niveau de la maintenance du photorécepteur. Ceci a été montré récemment dans un travail à la fois au niveau de la drosophile et de l'homme. Alors pourquoi je parle de ce gène ? C'est parce que d'ailleurs initialement il avait été, je crois, décrit dans les végétaux, mais je parle de ce gène parce qu'il a été identifié comme étant muté chez des patients qui étaient soit atteints d'ataxie, donc juste une anomalie, d'une forme très particulière de maladie neurologique, donc avec une spasticité. Donc les patients avaient cette atteinte neurologique exclusivement, mais d'autres patients avaient également des paraplégies spastiques, mais avec d'autres manifestations cliniques, certains avec une obésité ou des problèmes hormonaux, et pour un certain nombre, une atteinte rétinienne tout à fait particulière, qui évoque d'ailleurs une autre maladie dont je parlerai à la fin du topo, donc une atteinte très atrophique, très atrophiante de la rétine. Alors pourquoi je parle de ce gène ? Parce que nous travaillons à Strasbourg sur un groupe de maladies de longue date, et notamment un syndrome qui s'appelle le syndrome de Lawrence-Moon, qui est en fait quelque chose d'extrêmement rare, mais qui a été confondu avec une autre maladie dont je parlerai tout à l'heure pendant très longtemps, et qui avait été décrit par deux personnes, Lawrence et Moon, des ophtalmologistes américains.
Et on pensait que c'était une entité extrêmement rare. Et en fait, on avait une très très grande famille française qui, a priori, était atteinte du syndrome de Lawrence-Moon, pour lequel les patients présentaient une ataxie, une obésité, des troubles hormonaux et également un peu d'ataxie. Et nous avons épuisé, j'allais dire, notre énergie sur le séquençage de cette famille pour trouver le gène responsable de cette famille, avec beaucoup de difficultés, utilisant justement les séquençages à haut débit nouvelle génération, mais qui étaient déjà plus de la bonne génération quand on l'utilisait, etc. Le temps d'obtenir les financements, je passe. En tout cas, après de nombreuses années, nous avons fini par trouver une mutation dans ce gène et qui, en même temps, venait de sortir dans la publication de Brain. Et nous avons trouvé en fait une deuxième mutation, puisqu'il s'agit d'une maladie autosomique récessive, dans ce gène important pour le métabolisme des phospholipides et des lipides. Et donc, il se trouve que parallèlement, alors que nous étions en train de chercher des collaborateurs, comme cela se fait habituellement, notamment avec nos amis britanniques, il se trouve qu'un de nos collègues aux États-Unis était en train de travailler sur un autre syndrome qui ressemblait beaucoup au syndrome de Lawrence-Moon, mais qui avait la particularité en plus que les patients présentaient des cils très longs. Donc, il faut vraiment tout examiner chez ces patients. Et en fait, dans ce même gène, nous avons des patients qui sont mutés dans le syndrome de Lawrence-Moon, mais également dans le syndrome d'Oliver-McFarlane, avec ces cils qui sont très longs. Et on se retrouve ici avec un gène impliqué dans le métabolisme des lipides, qui est très important a priori pour le fonctionnement de la rétine, avec au moins 4 syndromes différents, et tout récemment également les Canadiens qui ont montré qu'on pouvait avoir une rétinopathie pigmentaire isolée associée à des mutations, dans ce gène. Donc ici, ça vous montre la variabilité d'expression clinique à travers un gène donné. Dernier exemple de métabolisme très général qui peut conduire à une atteinte rétinienne tout à fait particulière. C'est dans le métabolisme des métaux, vous savez qu'on a du zinc, etc., des métaux dans l'organisme, du fer, qui sont métabolisés, bien évidemment, et ça fait partie du métabolisme habituel des cellules. Et en fait, voici une famille avec 2 enfants qui ont une photophobie. Alors, j'ai volontairement pas caché les yeux, mais on ne reconnaît pas cet enfant ici, parce qu'ils sont très intolérants au flash. Donc, c'est des enfants qui sont tout le temps en train de fermer les yeux, qui sont très photophobes. Et en fait, dans ces cas-là, il faut leur demander d'ouvrir la bouche, parce qu'en fait, ils ont également un problème d'anomalie au niveau de l'émail des dents. C'est ce qu'on appelle une amélogénèse imparfaite. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Jalili, qui a été décrit par ce monsieur il n'y a pas si longtemps que ça, avec des mutations dans un gène donné qui s'appelle CNNM4, peu importe, qui est maintenant bien connu comme étant responsable d'à la fois d'une dégénérescence rétinienne et d'anomalies dentaires qui peuvent être extrêmement graves et très, très précoces. Et donc, ce gène est en fait impliqué dans le métabolisme du magnésium au niveau de l'organisme, avec une importance toute particulière au niveau, a priori, de l'intestin, des dents, et très probablement au niveau de la rétine. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, juste pour vous montrer encore un autre exemple. Mon deuxième chapitre concerne les découvertes de systèmes biologiques spécifiques qui sont liés à des syndromes qui associent une rétinopathie pigmentaire. Et là, je vais insister sur des syndromes dits sensoriels, notamment le syndrome de Usher, sur lequel je vais passer très vite, parce que José en a déjà beaucoup parlé, et les ciliopathies, qui sont un petit peu notre spécialité à Strasbourg. Donc, le syndrome de Usher, José a déjà rappelé qu'il s'agit d'une cause de rétinopathie syndromique qui associe une surdité et une cécité, avec un enfant sur 10 qui est sourd, en fait, présente un syndrome de Usher. Donc, c'est vraiment important pour le milieu médical de connaître ce syndrome, avec les différents types sur lesquels je ne vais pas revenir, le type 1 étant le plus grave, et le mystère qui a longtemps plané pour comprendre en fait quelle était la physiopathologie du syndrome de Usher. Là, je remercie Aziz El Amraoui qui a
très proche collaborateur de Christine Petit qui m'a donné des illustrations et également qui m'a permis de mieux comprendre en fait, le syndrome de Usher. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a une dizaine de gènes qui sont responsables de ce syndrome, qui ont finalement une structure assez variable, mais dont les mutations vont avoir un effet relativement identique. Et l'équipe de Christine Petit et d'Aziz, et ça je crois que José en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on travaillait pendant des années sur la compréhension des mécanismes qui conduisent à la fois à la surdité et à la rétinopathie pigmentaire, avec au niveau des modèles animaux de souris, finalement un décryptage physiopathologique qui était relativement facile, relativement, ça a quand même été des années de recherche, etc., qui a permis de montrer la position de chaque gène au niveau de l'oreille interne de la souris et également très probablement des hommes, et comment ces gènes codent pour des protéines qui sont très importants pour la structure, le développement, mais également la stabilité de tout le processus à l'intérieur de l'oreille. Mais ils avaient un problème, et ça José en a parlé, donc je ne vais pas non plus revenir là-dessus, mais un problème pour comprendre pourquoi dans le modèle animal, il n'y avait pas ou prou, pour résumer, de rétinopathie. Et ça, les travaux de l'équipe de José et de Christine Petit ont permis de montrer, donc, grâce à un travail sur un syndrome qui associe une rétinopathie pigmentaire et une autre manifestation clinique, ici la surdité, comment, je suis émerveillée par ces travaux parce que je trouve que c'est extraordinaire de partir d'une maladie humaine et ensuite de découvrir en fait sur le plan physiopathologique la présence chez le primate de ces processus caliciels qui entourent en fait le cil primaire, enfin la structure du cil connecteur au niveau du photorécepteur et qui permet en fait de connecter l'histoire au niveau de l'oreille interne avec, donc au niveau des stéréociles de l'organe de Corti de l'oreille interne, avec les cellules photoréceptrices et de comprendre pourquoi les patients développent à la fois une surdité et une dégénérescence rétinienne. Ceci va me permettre de faire une jonction avec le prochain groupe de syndromes qui sont les ciliopathies, parce que là on vient de parler du syndrome de Usher avec ces processus caliciels qui sont probablement situés entre le segment externe et le segment interne des cellules photoréceptrices. Et on peut se poser la question si ces protéines du syndrome de Usher interagissent finalement avec les protéines qui sont à l'intérieur, j'allais dire, qui sont au niveau du cil connecteur. Et effectivement, il y a plusieurs équipes qui ont montré des interactions avec les protéines dont je vais vous parler tout de suite maintenant dans le cadre du cil primaire et des photorécepteurs. Alors là, l'histoire du cil primaire en génétique humaine, c'est une véritable aventure, une fois de plus. Donc c'est une véritable odyssée qui a commencé, juste pour la petite histoire, en 1664 grâce à un histologiste, enfin un anatomopathologiste, je ne sais pas comment il fallait appeler ça à l'époque, mais qui travaillait sur toutes les cellules qu'il pouvait trouver, mais également sur des organismes très primitifs. Donc il avait identifié, en regardant l'eau et des organismes très, très, très particuliers, il avait identifié qu'il y avait des cellules pour lesquelles il y avait des sortes de prolongations qui ressemblaient à des petits pieds ou à des petites jambes au niveau des cellules. Et ça, il l'avait également observé dans certaines cellules, dans différents ordres d'animaux. Et il faut attendre 1898 avec le professeur Zimmermann qui venait d'Europe de l'Est et qui travaillait, je crois, également en Suisse, pour montrer qu'au niveau des cellules de notre organisme, des cellules des vertébrés, quasiment toutes nos cellules sont porteuses de cette antenne, de cette animalicule. Et donc, en fait, il y a une sorte de flagelle en fait, pour chacune de nos cellules, ce cil primaire dont on s'interrogeait déjà à l'époque sur le rôle. Et à l'époque, ces cellules ciliées ont été identifiées au niveau de la thyroïde, par exemple, et au niveau de l'épithélium rénal. Et en fait,
il va falloir attendre le 3e millénaire pour avoir vraiment la connexion de ce cil primaire avec des maladies humaines, puisque on s'est rendu compte qu'un organisme très primitif qui s'appelle Chlamydomonas, dans certains cas, était muté pour un gène qui s'appelait IFT88. Et quand il était muté pour ce gène, il n'avait plus ce flagelle. Donc ce gène est probablement important pour le développement de ce flagelle. Et il se trouve que dans des expériences de mutagénèse un peu au hasard, sur des souris, en fait, une souris était mutante également dans ce gène IFT88. Et très curieusement, cette souris développait des très gros reins avec des kystes au niveau des reins. Et c'est vraiment grâce à ces travaux de Pazour notamment que la connexion a été faite entre le fait d'être muté dans un gène, ici IFT, on peut avoir un phénotype clinique de maladie. Alors, je passe sur de nombreuses publications et de nombreux syndromes identifiés, juste pour vous dire qu'on a découvert, en fait, dans les années 2000, l'importance de ce cil primaire en médecine, parce qu'il est présent dans quasiment toutes les cellules de l'organisme. Et en fait, il impacte à la fois le domaine des maladies rares, avec certaines maladies rares qui vont avoir plutôt des anomalies du développement, et d'autres plutôt des anomalies dégénératives, et certains syndromes pour lesquels on va avoir à la fois des anomalies du développement et des anomalies dégénératives. Et pour être complet, l'impact du cil en médecine, il va bien au-delà, parce que évidemment, il y a un impact avec le cancer, etc. Mais ça, je ne parlerai pas de ça. On parlera uniquement des ciliopathies. Et donc, les ciliopathies, c'est un groupe de maladies héréditaires qui sont liées à une atteinte du cil primaire. Et en fait, en fonction du gène qui est muté et de l'importance de ce gène dans le cil primaire, dans tel ou tel organe, on va avoir des signes cliniques qui vont dépendre en fait de l'importance de ce gène au niveau de tel ou tel organe. Et en fait, on se retrouve avec un nombre d'organes cibles au niveau des ciliopathies, le rein notamment, par exemple les reins polykystiques, mais également certaines malformations osseuses, et bien évidemment la rétine, puisque la rétine se retrouve ici aux premières loges des ciliopathies, puisque les cellules photoréceptrices, on l'a dit déjà plusieurs fois, ont deux segments avec un cil connecteur qui relie les deux. Donc il y a un nombre important de ciliopathies, donc qui sont des maladies syndromiques génétiques, qui auront des manifestations cliniques de ces organes cibles des ciliopathies, mais qui auront en plus une dégénérescence rétinienne associée. Donc il y a un nombre grandissant de ces syndromes, avec des chevauchements entre les syndromes, mais on reste quand même assez classique en gardant les noms des syndromes. Alors je cite par exemple le syndrome de Senior-Loken. Ça, c'est un syndrome qui associe à la fois une rétinopathie pigmentaire et une atteinte des reins qui ne vont plus fonctionner assez tôt dans la vie, par exemple. Et je vais prendre d'autres exemples dans un tout petit instant. Alors, il y a énormément de travaux dans la littérature sur ce groupe de maladies, énormément de classifications entre ces différentes maladies en fonction des organes qu'ils incluent, en fonction des gènes qui sont impliqués. Donc, il y a tout un tas de classifications et d'expériences de biologie intégrative, également de clinique intégrative, qui sont en cours. Ça, c'est juste pour vous illustrer en fait toutes ces différentes tentatives de classification. Et ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que le cil primaire, donc, qui est localisé donc, à la surface des cellules, sur une cellule standard, est en contact avec le noyau des cellules et tout le trafic de certaines protéines qui vont être importantes pour ce cil primaire qui va capter des informations extérieures pour les retransmettre à la cellule pour qu'elle réagisse en conséquence. Et donc il y a tout un tas de protéines qui sont impliquées dans le trafic des protéines entre le noyau, l'appareil de Golgi et le cil primaire. Et à l'intérieur même du cil primaire, et ça José en a parlé, il y a ce qu'on appelle le transport intraflagellaire. Et tout à l'heure, je vous parlais de la protéine IFT88, à la fois dans l'algue, mais également chez la souris. Ben, cette protéine IFT88, c'est une protéine qui est intraflagellaire transport, c'est l'abréviation pour le type de protéine qui est impliquée dans le transport de ces cellules, dans le transport intraciliaire.
Et donc, il y a un transport qui se fait de manière antérograde vers la pointe du cil et un transport qui se fait de manière rétrograde avec des protéines qui reviennent vers le cil. Et tout un tas de protéines qui sont des sortes de moteurs et de cargos qui vont transporter les protéines de la base du cil jusqu'à la pointe. Alors, je n'ai pas la bonne diapo, je ne sais pas pourquoi. Et un retour vers le noyau et le central de la cellule. Alors, il y a un grand nombre, par exemple, il y a un certain nombre de protéines IFT qui, au jour d'aujourd'hui, sont retrouvées mutées chez des patients. Et là, j'ai pris comme exemple un de nos patients qui est muté dans la protéine IFT 140, qui présente à la fois une rétinopathie pigmentaire et des anomalies squelettiques tout à fait typiques, et qui a un haut risque de développer une insuffisance rénale, et donc qui va être suivi pour ça tout particulièrement. Alors, il y a un grand nombre de syndromes qui sont retrouvés dans les ciliopathies. Je ne vais peut-être pas m'étendre ici, mais juste citer par exemple le syndrome de Joubert qui a des anomalies neurologiques très particulières. Et dans 25% des cas, il y a aussi une rétinopathie pigmentaire. Je vais passer ici. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un certain nombre de ces gènes qui sont impliqués dans les ciliopathies peuvent avoir des mutations différentes qui vont conduire à différentes formes de ciliopathie. Et là, j'ai pris comme exemple l'exemple classique du gène CEP290, où certaines mutations vont donner juste une atteinte de la rétine et d'autres vont donner une ciliopathie extrêmement grave qui peut empêcher la vie avec tous les intermédiaires possibles. Alors, juste un petit point sur les travaux que nous menons à Strasbourg. Nous nous intéressons particulièrement à deux syndromes, le syndrome de Bardet-Biedl et le syndrome d'Alström, qui comportent à la fois une obésité et une rétinopathie pigmentaire, mais également une atteinte rénale. Dans le syndrome et d'autres manifestations cliniques. Dans le syndrome de Bardet-Biedl, il y a plus de 20 gènes qui sont responsables de la maladie au jour d'aujourd'hui. Et dans le syndrome d'Alström, il n'y en a qu'un seul. Il y a une grande variabilité d'expressivité clinique, même si on est dans le même syndrome, et notamment au niveau de la rétine, puisque dans certains cas, on va avoir des rétinopathies très centrales et d'autres fois plus périphériques. Parce que je viens de voir l'heure, donc j'ai encore le temps ou... Oui, oui, c'est ça, je crois que c'était midi. Non, mais c'est midi, j'ai encore 20 minutes. Donc, excusez-moi, je ralentis alors. Donc, dans le syndrome de Bardet-Biedl, donc on a l'obésité qui peut être variable d'un patient à l'autre. Il y a également un signe clinique très particulier qui est la polydactylie, donc c'est une anomalie du développement. Une atteinte rénale, une atteinte cognitive, c'est-à-dire il y a des patients qui vont avoir des troubles cognitifs, un retard intellectuel très conséquent, et d'autres pas très conséquents. Et dans quasi tous les cas, je ne connais pas un patient qui soit atteint de ce syndrome qui n'ait pas de rétinopathie pigmentaire. On a une atteinte de la rétine. Alors pourquoi est-ce qu'on, d'une manière générale, a-t-on une atteinte de la rétine dans les ciliopathies ? On l'a dit déjà plusieurs fois, le photorécepteur a son segment externe et son segment interne avec le cil connecteur, à la fois au niveau des cônes et des bâtonnets. Et on l'a dit aussi, José l'a dit plusieurs fois, il y a un trafic extrêmement important de toutes les cellules, de toutes les protéines qui sont importantes pour la transduction visuelle qui se fait dans le segment externe, qui viennent du segment interne, puisque aucune protéine n'est fabriquée dans le segment externe. Et donc le segment interne doit fabriquer beaucoup de protéines de la transduction et 10% de ces protéines doivent être renouvelées tous les jours. Donc c'est une activité de synthèse protéique qui est tout à fait remarquable pour une cellule d'ailleurs qui ne se divise plus. Donc c'est une cellule qui toute sa vie va faire ce travail. Et donc le cil connecteur est vraiment un passage obligatoire, mais une sorte de goulot d'étranglement pour que, c'est un peu une autoroute pour que toutes ces protéines arrivent au bon endroit et puissent fonctionner. Par exemple, il y a 2000 molécules de rhodopsine par minute qui transitent par ce cil connecteur. Donc, c'est vous dire que c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, le problème, c'est dans les atteintes du cil connecteur, c'est que ce système va se mettre en panne. Et donc, par exemple, la rhodopsine qui est amenée par le Golgi et qui va se fixer avec son message, etc., dans
au niveau des disques, eh bien, il va avoir cette rhodopsine et les autres protéines vont s'accumuler dans ce segment interne et ceci va avoir des conséquences sur l'ensemble de la cellule qui va commencer à souffrir. On va y revenir dans un petit moment. Donc, il y a plusieurs modèles de rétinopathie ciliaire qui ont été étudiés chez la souris, notamment le syndrome de Joubert, avec des expériences très élégante en croisant avec justement une souris mutée à l'état hétérozygote dans le gène de la rhodopsine pour prouver justement que c'est l'accumulation de la rhodopsine qui entraîne cette dégénérescence. Et par exemple, pour le syndrome de Bardet-Biedl dont il est question ici, il y a beaucoup de souris qui ont été générées, plus d'une dizaine à ce jour pour chacun des gènes responsables, et dans toutes, il y a cette dégénérescence de la rétine avec une accumulation de ces protéines qui va être une entrave pour le fonctionnement de la cellule, qui va souffrir et qui à la fin va mourir. Alors là aussi, José a parlé de ces différents mécanismes que la cellule a à sa disposition pour empêcher ou ralentir ou nettoyer les accumulations de protéines dans ce segment interne. Les mécanismes IRA, du PR, d'autophagie et des chaperones. Tout ceci sont différents mécanismes cellulaires qui sont généraux, mais qui sont tout à fait applicables au niveau de la cellule photoréceptrice. Alors, en ce qui concerne le syndrome de Bardet-Biedl, nous avons essayé de disséquer les différents mécanismes qui sont sous-jacents à l'accumulation de protéines au niveau du photorécepteur, avec ces mécanismes qui sont le unfolded protein response, donc ces protéines qui ne sont pas bien plicaturées, si je puis dire, au niveau de la cellule, et qui vont mettre la cellule photoréceptrice en état de stress et qui va réagir en fonction de ce stress, en activant différentes enzymes qui vont ensuite, à la fin, lorsqu'il y a toujours trop de cette protéine, à la fin, vont conduire à l'apoptose, donc à la mort cellulaire. Donc, sans rentrer dans les détails, nous avons identifié plusieurs cibles moléculaires en utilisant différentes molécules pour freiner cette apoptose et avons trouvé avec trois molécules un ralentissement de cette apoptose. Ça, c'était il y a déjà 2 ans. Et maintenant, nous travaillons avec une combinaison de ces 2 molécules, mais encore une autre molécule, à ralentir justement ce phénomène. Alors pour le syndrome de Bardet-Biedl, ce n'est pas la seule approche qui est ici une approche pharmacologique. Il y a bien sûr d'autres approches, mais je crois que ceci fait l'objet d'autres cours dans ces séminaires, notamment la thérapie génique et des approches combinées qui peuvent être utilisées. Donc je ne vais pas continuer là-dessus. Donc le troisième chapitre ici, c'est comprendre l'histoire naturelle de la rétine à travers ces syndromes avec des atteintes rétiniennes pour comprendre le développement et le maintien de ces cellules photoréceptrices. Et là, j'ai pris un exemple qui est toujours basé sur ce que nous apprennent les syndromes rares. Alors, on connaît un certain nombre de syndromes qui conduisent à un nanisme extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le nanisme de Séquel, avec une microcéphalie. Et ces syndromes ont très récemment été mis en rapport avec des identifications géniques avec des mutations dans des gènes qui sont importants pour la division cellulaire, en particulier au niveau du système nerveux central et dans le contrôle de la croissance. Et il se trouve que récemment, un certain nombre de ces syndromes, qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le nanisme de Séquel avec la microcéphalie, certains de ces patients présentaient également une dégénérescence rétinienne. Et ceci a fait l'objet d'un travail, notamment avec l'équipe de Andrew Jackson en Écosse, mais également en collaboration avec l'hôpital Necker, avec lesquels nous avons partagé notamment cette patiente qui présente cette dystrophie rétinienne. Et nous avons donc participé à un travail collaboratif où d'autres gènes, toujours impliqués dans la division cellulaire et la régulation de la division cellulaire, ont été retrouvés mutés, et notamment ce gène PLP4, peu importe son nom, qui est important pour le positionnement du fuseau mitotique
et qui se retrouve donc à l'origine d'une rétinopathie, donc encore une fois, une susceptibilité particulière de la cellule photoréceptrice à des mécanismes qui sont ici extrêmement généraux. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ces syndromes? C'est que nous, à Strasbourg, nous avons été particulièrement intéressés d'étudier une famille, notamment, qui présentait une microcéphalie avec une rétinopathie associée, une rétinopathie très particulière. Et dans l'intervalle du début de nos travaux, plusieurs gènes ont été identifiés sur d'autres familles atteintes de syndromes qui ressemblaient à ce syndrome-là. Et tous ces gènes sont impliqués dans tout ce qui est division cellulaire, centriole, centrosome, toujours autour de l'importance des tubulines au niveau donc, au niveau de la cellule et de la division cellulaire, et importance très probablement au niveau du développement du cerveau et de la rétine. Alors, dans cette famille, nous avons en fait, qui présentait donc à Strasbourg 2 enfants atteints avec ces zones très atrophiques de la rétine très tôt et des zones également d'anomalie du développement de la rétine. Nous avons mis en évidence une mutation dans un de ces gènes de la tubuline, que nous avons trouvé muté également dans une autre famille française, Annick Toutain à Tours, mais également avec nos collègues britanniques Tony Moore, qui était encore à Londres à l'époque. Nous avons pu montrer donc que ce gène de la tubuline était très important pour le développement de la rétine, et notamment nous avons travaillé sur un poisson zèbre, un modèle de poisson zèbre qui était muté pour ce gène, et avons montré l'importance de ce gène dans le développement, mais également la maintenance des photorécepteurs. Donc ici, je vous montre un exemple de syndrome rare avec une anomalie du développement du cerveau, mais qui également a pour conséquence, avec des mutations, qui a pour conséquence des anomalies au niveau de la rétine. Alors, 4e et dernier chapitre, c'est les chevauchements inédits qui nous permettent de mieux comprendre donc, ces syndromes entre les formes syndromiques, donc les formes qui associent une rétinopathie et autre chose, d'autres manifestations cliniques, et les formes non syndromiques de rétinopathie qui ne touchent que la rétine. Alors, ceci, on le sait depuis un petit moment, il y a des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans le syndrome de Usher, comme le gène USH2A, qui peut être responsable soit de syndrome de Usher, donc avec la surdité et la rétinopathie, soit de rétinopathie isolée. Et dans les ciliopathies, dans le groupe des ciliopathies, on a également de plus en plus d'exemples de gènes pour lesquels on peut avoir une rétinopathie isolée, comme le CEP290 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres manifestations cliniques de ciliopathie. Et c'est le cas, par exemple, pour des gènes également du syndrome de Bardet-Biedl, ou encore, ça c'est aussi un gène de l'équipe de José, IFT172, un autre gène de ce transport intraflagellaire. On peut avoir donc à la fois, soit pour certaines mutations, une rétinopathie pigmentaire isolée, ou d'autres mutations, la rétinopathie et d'autres manifestations cliniques. Alors là, ça pour moi c'est aussi complètement extraordinaire. Bien sûr, ça demande à être prouvé, mais il y a une maladie sur laquelle qu'on connaît de très longue date qui s'appelle la choroïdérémie, qui est liée au chromosome X avec des signes cliniques tout à fait caractéristiques au niveau du fond d'œil, un gène qui a été identifié il y a très longtemps par Kremers en 90, enfin c'est une très très longue histoire. Et en fait, donc ce gène qui est responsable de cette maladie, qui s'appelle REP1, qui est une géraline transférase, etc., et bien tout récemment, il a été démontré que, bien que ces patients aient effectivement une atteinte rétinienne, en fait ces patients ont dans certaines cellules de leur organisme également des inclusions tout à fait caractéristiques qu'on peut observer notamment au niveau des lymphocytes de ces patients. Et donc en fait cette maladie qu'on pensait être une maladie tout à fait limitée au niveau de la rétine devient en fait une maladie systémique, générale, métabolique, syndromique, avec certes peu de manifestations cliniques extraoculaires, mais les a-t-on cherchées? Donc ça c'est tout un, je crois qu'avec tout ce qui va arriver, notamment avec le séquençage au débit, on va découvrir des choses vraiment très intéressantes. Et là je dois dire que j'ai trouvé cette publication qui est très récente absolument remarquable.
Alors un autre exemple aussi, et là ça nous remet complètement en question dans nos docs, dans nos classifications, etc. Un autre exemple aussi que je trouve tout à fait marquant. Il y a une maladie métabolique qui est très connue des pédiatres qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les mucopolysaccharidoses, qui sont des maladies lysosomales. Je vous ai parlé tout à l'heure des peroxysomes qui dégagent tout ce qui est toxique pour la rétine, pour la cellule, pardon. Il y a également les lysosomes qui sont également d'autres structures cellulaires vésiculaires qui peuvent nettoyer et contribuer à la circulation de protéines à l'intérieur de la cellule, donc on appelle les lysosomes. Et il y a un grand nombre de maladies lysosomales, je pense qu'on en compte plus d'une trentaine, qui sont des maladies génétiques, dont un certain nombre qui sont les mucopolysaccharidoses, qui sont liées à l'accumulation dans l'organisme de dérivés qui ne sont pas métabolisés par les liposomes et qui peuvent donner donc des maladies où on peut avoir des phénotypes cliniques très, et ceci est extrait de la, alors je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas sorti, de l'association des maladies lysosomales, une photo de l'association. Et une de ces formes de mucopolysaccharidose, c'est la maladie de Sanfilippo, qui est liée à, je vous fais grâce du nom du gène, du nom de l'enzyme ici, mais qui est défaillante, et qui s'appelle donc AGSNAT, et qui aboutit à l'accumulation dans l'organisme de ces dérivés qui ne sont plus métabolisés. Et dans cette maladie, on a une dégénérescence neurologique dans l'enfance, une surdité, une rétinopathie quand même, un retard de croissance et un faciès tout à fait particulier qui vraiment définit cette maladie de Sanfilippo. Eh bien, en fait, nos collègues hollandais ont mis en évidence récemment des patients qui sont mutés dans ce gène responsable de la maladie de Sanfilippo, mais qui ne vont présenter qu'une rétinopathie pigmentaire. Donc, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Bon, il y a bien sûr tout un tas d'hypothèses, etc. Mais ici, donc, c'est une mutation qui va être moins grave sur le plan de la protéine que les mutations qui conduisent à la maladie de Sanfilippo. Mais, comment dirais-je, ici, vous avez un exemple, le contre-exemple de tout à l'heure, où finalement, on a une maladie métabolique qu'on connaît très très bien de très longue date, et en fait, on a maintenant, chez des patients atteints de rétinopathie pigmentaire isolée, des mutations dans ce même gène. Et je suis sûre qu'avec tout ce qu'on va trouver avec le séquençage haut débit, on va être de plus en plus amené à ce genre de situation. Et je pense que notre raisonnement clinique va également évoluer. Alors, pour conclure, tous les gènes, ici c'est un travail très intéressant fait par un consortium qui s'intéresse au réseau rétinien, et en particulier, je crois aussi au réseau de gènes ciliaires. Ici sont résumés en fait un certain nombre de gènes impliqués dans les rétinopathies primaires, enfin très précoces, avec les interactions entre ces différents gènes. Donc, ceci inclut des gènes de syndrome. Et je pense qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, en fait, c'est juste des petites parties, des petits bouts de la lorgnette, de la complexité de la cellule photoréceptrice, mais que certainement, dans les années qui vont venir, on va avoir des analyses intégratives de l'ensemble de ces systèmes qui sont très compliqués, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi nos patients ont ces différentes atteintes et pourquoi la cellule photoréceptrice est si sensible et comment on peut empêcher, en ayant mieux compris, empêcher qu'il y ait une dégénérescence qui apparaisse et tenter de soigner nos patients. Voilà, je voulais juste illustrer à travers quelques exemples de syndromes avec une rétinopathie pigmentaire, combien la cellule photoréceptrice était une cellule extraordinaire, mais également une cellule extrêmement sensible et dont on va apprendre certainement encore beaucoup de choses dans les années qui viennent. Merci.